Bonjour, je suis Sandra Zeller, la fondatrice d'Ilado. Concevoir, porter et mettre au monde un enfant est bien plus qu'un événement biologique et médical. C'est une expérience bouleversante qui te transforme physiquement, mais aussi émotionnellement et spirituellement. J'ai créé ce podcast pour t'accompagner avec bienveillance tout au long du chemin qui te mène à ton bébé. Depuis le premier jour où tu émets le souhait de devenir maman jusqu'à votre belle rencontre. Chaque semaine, je t'accueille ici pour partager avec toi des conseils, des outils et des méditations guidées qui, j'espère, te permettront de vivre ton voyage de maman en toute confiance et en toute conscience. Bienvenue dans Naissance d'une maman, le podcast qui réenchante la maternité. Cet épisode est une conversation avec Céline, la créatrice du podcast 1, 2, 3 Pépites, qui vient de donner naissance il y a quelques semaines à son 3e enfant, une petite fille prénommée Isée. Ensemble, on va parler de la Dream Team dont elle s'est entourée pendant sa grossesse, de son projet de naissance et des outils qui lui ont permis de vivre un accouchement naturel et respectueux pour elle et pour son bébé. J'espère que ce partage d'expérience te sera utile et je te souhaite une belle écoute. Bonjour Céline. Bonjour Sandra. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors on a fait connaissance toutes les deux sur Instagram en octobre dernier quand tu étais encore enceinte de ta petite fille et depuis tu as accueilli Isée. Alors félicitations. Merci. Elle a 1 mois. Elle a 1 mois tout pile. Ouais. Donc est-ce que tu es encore sur ton petit nuage ou ça y est tu commences à descendre avec la dure réalité d'être aussi maman d'un enfant de 3 et un enfant de 5 ans? Écoute, je pense qu'il y a un peu d'hormones qui jouent, je plane encore un peu. Après, il y a quand même le quotidien et la réalité avec les 2 grands qui font que typiquement, la nuit a été compliquée, là. Ça se voit pas du tout. On a fini tous dans le même lit, tout le monde est malade. Enfin bon, bref, tout va bien, mais début un peu chaotique. Et d'ailleurs, comment est-ce que s'est passée cette 3e grossesse? Alors, on sait que chaque grossesse est différente. Mais quand on a déjà 2 enfants en bas âge, c'est peut-être moins facile. Et ben déjà, en termes d'état d'esprit, j'ai vraiment ressenti cette 3e grossesse comme un cadeau. Ça, c'est sûr que c'est une grande chance d'avoir un projet d'une 3e grossesse, de tomber enceinte, voilà, que ce soit mûri et partagé avec son conjoint. Et donc déjà un sentiment de grande gratitude. Et puis toujours ce sentiment aussi fort que pour les 2 premières grossesses de sentir son bébé bouger. Ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable, je trouve, dans la grossesse. Après, une fois qu'on a dit ça, sur le plan physique, je trouve que voilà, c'est une 3e grossesse. C'est, en tout cas pour moi, ça a été un sentiment de mettre mon corps à rude épreuve. Voilà, je pense que ma première grossesse à 30 ans et celle-ci à 36 ans, ça change forcément la donne. Donc voilà, plus dur physiquement, la gestion forcément des 2 aînés qui mobilisent beaucoup aussi bien l'esprit que physiquement aussi. Donc je trouve que voilà, c'est ça qui peut être un petit peu difficile dans une 3e grossesse peut-être. Et puis après des maux de grossesse qui restent pas grave, mais difficile. Notamment, moi, j'avais pas mal de varices et donc qui font que même sur de la marche rapide, je devais beaucoup me ralentir, ce qui est pas forcément évident quand on a envie de faire plein de choses. Donc c'est le corps qui dit vraiment allez, on met le holà, on ralentit. Et j'imagine aussi pour une 3e grossesse que le corps se souvient, il y a probablement une mémoire. Tout à fait. Donc on se retrouve peut-être plus vite dans cette situation d'avoir un ventre qui s'arrondit, d'avoir tous les signaux du corps de future maman qui se mettent en place. Ouais, tout à fait. Surtout que j'ai eu des grossesses assez rapprochées, hein. Mes aînés ont 5 et 3 ans. Donc c'est vrai que c'est une chance aussi de pouvoir mieux peut-être décoder son corps, avoir ce souvenir. Donc ça, je trouve que c'est plutôt positif dans le sens où ça peut aussi amener de la confiance en soi, en se disant ok, ça c'est normal, ça je stresse pas, ça j'accepte. Enfin voilà, il y a quand même un historique qui est bénéfique inévitablement pour une 3e grossesse. Qu'est-ce qui t'a permis de
de te connecter justement avec la beauté de cette grossesse, avec l'accueil de ce nouveau petit être, et pas te laisser prendre par le quotidien, par le rythme, par les stress, par la gestion de ta petite famille. Bah, je pense que c'est beaucoup lié aussi au projet de naissance qu'on se donne. Et comme j'avais un projet de naissance physio et c'était une première pour moi, on en parlera des précédentes, mais du coup, je pense que ça crée forcément un espace où on se dit, bon, bah, si j'ai envie de ce projet-là, il faut que je me prépare dans ce sens et donc il faut créer ce temps. En tout cas, moi, ça me tenait vraiment à cœur, donc je savais que j'allouerais du temps pour ça. Et c'était du temps pour moi et pour cette grossesse. Après, je pense que justement, en effet, les 9 mois peuvent filer très vite et on peut ne pas voir le temps filer et on arrive. Et voilà, donc je pense qu'il faut vraiment anticiper et s'allouer du temps. Et pour ça, il faut créer des espaces dédiés. Et ces espaces dédiés, ils peuvent se faire vraiment de façon très concrète dans l'agenda, soit seul, soit avec son conjoint, soit avec des tierces personnes qui peuvent aider dans la grossesse. Voilà, il y a les rendez-vous bien sûr médicaux qui jalonnent au fil des mois cette grossesse, mais à soi chacun de se créer ce temps pour créer du temps pour réfléchir à cette grossesse et à cet accouchement. Et justement, c'est vrai que donc tu avais déjà accouché 2 fois. Comment est-ce que tu as abordé ce 3e accouchement? D'après ce que je comprends, même si tu savais déjà à quoi t'attendre, tu t'y es quand même préparée et différemment de tes accouchements précédents? Oui, en fait, pour être assez synthétique, moi j'ai eu un premier accouchement qui a été très médicalisé, qui était vraiment donc j'avais fait le choix d'une maternité niveau 3, j'avais besoin de cette réassurance d'être bien encadrée et j'avais pas fait un accompagnement très différent, je pense, de beaucoup de femmes, si ce n'est que j'avais fait de l'aptonomie. Donc ça, je pense que ça révèle quand même une envie d'un accompagnement un petit peu différent. Donc l'aptonomie, voilà, c'est autour du toucher où on se retrouve avec le papa, un aptothérapeute et on est vraiment dans l'émotion, dans le lien affectif avec le bébé autour de séances. Donc ça donne déjà une dimension un peu autre que médicale. Mais voilà, en tout cas, je m'étais pas préparée à un accouchement spécialement différent. Et donc, j'ai eu un accouchement très médicalisé, très long, qui a fini avec les forceps, qui a failli se terminer en césarienne. Donc voilà, assez classique si je puis dire. Donc là, tu t'es pas du tout posé la question de péridurale ou pas? Non, pas du tout. C'était donc tu as une Honnêtement, préparation classique avec une sage-femme où tu te prépares jusqu'au moment où on te pose la péri et exactement. après OK. Et j'ai vu l'apto comme un moyen plus de créer du temps justement pour le lien à 3, papa, maman, bébé, mais pas forcément pour l'accouchement ou pour la gestion de la douleur. Et voilà, pour autant, ça n'a pas été un accouchement qui m'a traumatisée ou qui m'a dérangée. J'ai très bien vécu cet épisode, si ce n'est les suites de couches un peu difficiles. Et donc, au moment de ma 2e grossesse, Donc je 2 pense ans qu'on plus tard, hein, c'est voilà, ça? en fait, on Ouais. revoit toujours un peu son histoire d'avant, je pense. Et c'est au moment de cette 2e grossesse que je me dis: «Ah bon, finalement, tout m'allait pas dans cet accompagnement et j'ai peut-être envie de quelque chose de différent», notamment pour éviter aussi des suites de couches un peu difficiles, je trouve. Et là, je me suis quand même orientée vers des lectures beaucoup plus vers des accouchements naturels, des récits d'accouchement. J'ai un livre qui m'a beaucoup, beaucoup marquée, qui était Vivre sa grossesse et son accouchement, une naissance heureuse d'Isabelle Brabant, une Canadienne. Ça, j'ai Ah vraiment oui, c'est un très gros pavé, hein, ouais, un gros mais pavé, très mais ça a complet, été extrêmement voilà, complet. c'était mon livre de chevet. Et Ouais. donc j'étais pas dans un accouchement physio en préparation, mais je lisais quand même beaucoup de choses dans ce sens. Et j'avais choisi une maternité beaucoup plus naturelle, c'est les Bluets. Donc voilà, je faisais des choix quand même qui montraient cette envie d'un accouchement différent. Et puis je me suis orientée vers un accompagnement avec une doula aussi pour cette 2e grossesse. Et donc voilà, tout ça a fait son chemin. Alors Et est-ce il que se tu peux trouve juste, nous préciser ce qu'est une doula? Oui, tout à fait. Mmh. Alors une doula, c'est une accompagnante à la naissance. Donc c'est une femme qui ou un homme, je crois, mais je crois que c'est essentiellement des femmes qui va accompagner plutôt sur le plan émotionnel et sur le plan affectif les femmes. Donc elle se substitue pas du tout à la sage-femme et au gynéco, ça c'est important de le dire, parce qu'il peut y avoir notamment quelques
quelques guéguerres, si je puis dire. Enfin, c'est important que chacun trouve sa place. Mais donc, elle accompagne vraiment sur ce plan-là. Alors, si on veut vraiment schématiser, c'est presque une aide psychologique. C'est un peu comme la psy de la femme enceinte pour lui donner un cadre rassurant et accompagner justement le projet de naissance, les différentes émotions au cours des 9 mois, et on sait qu'il y en a. Donc voilà, ça peut se faire sous forme de 2, 3, 4 rendez-vous. C'est vraiment, ça peut être en amont d'un projet de naissance pour des familles qui ont envie de préparer le terrain ou qui sont dans un désir d'enfant. Ça peut être post-accouchement. Ben voilà, c'est très large. D'accord. Donc toi, tu avais fait appel à une doula dès ta deuxième grossesse. Ouais, et c'est vraiment une alliée. Et c'est donc moi, je suis tombée sur Leslie Lucien qui m'a accompagnée. Et c'était assez light puisque je l'ai vue que 2 fois. Mais pour autant, elle a quand même marqué ma deuxième grossesse. Et je vais t'en parler, mais forcément refait appel à elle pour ma 3e grossesse. Donc en tout cas voilà, premier accouchement très médicalisé. Deuxième accouchement, il se trouve que je me préparais pour quelque chose de plus naturel sans pour autant vouloir un accouchement physio sans péri, mais j'ai accouché sans péri un peu par manque de temps. Mais inconsciemment, je pense que tout ça était très volontaire. Ça m'allait très bien, mais c'était pas assumé. Donc, j'ai adoré mon accouchement. Et en fait, au regard de ces 2 accouchements très différents, au moment où je suis tombée enceinte, pour cette 3e grossesse, c'était assez évident que voilà, j'avais vécu un accouchement sans péri, un accouchement avec péri, et j'avais clairement une préférence pour celui sans péri. Donc, j'avais envie de revivre cette expérience-là et pour le coup, de me préparer dans ce sens. Et je suis convaincue qu'il faut se préparer pour pouvoir avoir un accouchement physiologique. C'est plus simple quand on se fait bien accompagner et qu'on se prépare psychologiquement. Ouais. Même si le corps sait faire. Tu as eu du coup 3 expériences complètement différentes. L'accouchement avec péridurale, l'accouchement sans péridurale, mais voulu, mais pas préparé vraiment pour être un accouchement sans péridurale. Alors du coup, plus pour ce surprise, 3e, voilà, c'est un petit peu la surprise. Pour ce 3e accouchement, donc que tu as souhaité physiologique et naturel, quelle préparation tu as mis en place pendant ta grossesse ? Eh ben, j'aime bien parler d'une dream team qu'on peut se constituer autour de soi, parce que je trouve que c'est vraiment ça. Et une dream team, donc de se constituer un réseau de personnes de confiance autour de la femme enceinte qui va correspondre tout à fait à qui on est, puisque c'est tellement personnel. Et tout ça va concourir justement à une confiance en soi, à une confiance en son corps, en son accouchement. Et moi, ma dream team, à chacun de la constituer, mais moi, forcément, il y avait mon conjoint, donc Nicolas, un besoin de soutien et de sentir que voilà, que ce projet d'un accouchement physiologique était aussi partagé, même si je pense que c'est très personnel. C'est quand même beaucoup la femme, je pense, qui drive évidemment le sujet puisqu'elle est l'actrice principale. Clairement, la doula, pour moi, ça fait partie de cette dream team. Pouvoir avoir des échanges individuels et en couple, justement, avec Nicolas, pour pouvoir justement créer cette équipe. Je t'en ai parlé, mais clairement, Naissance d'une maman, ton podcast, clairement fait partie de cette dream team, parce qu'en fait, je l'ai découvert via Instagram, et je dirais que ça a rythmé vraiment mes 2 derniers mois de grossesse, et c'était très très adapté sur ma fin de grossesse pour justement me prendre des temps de pause. Et j'ai plutôt fait les épisodes aussi de scan corporel, de détente, d'accueil des émotions qui m'ont vraiment permis de me mettre dans ma bulle et de préparer cet accouchement. Et donc ça, j'aime bien, je trouve ça amusant, parce que c'est vrai que c'est pas une relation en physique, en présentiel avec toi. Et je voulais te le dire, que tu as fait partie de cette dream team sans le savoir. Je suis honorée de savoir que Naissance d'une maman a fait partie de ta dream team. Et je crois d'ailleurs que c'est la première fois que je discute en vrai et pas en échange Insta avec une maman qui a écouté. Donc c'est génial pour moi aussi d'avoir ce retour
de ta part. Et ça me fait très bizarre. Je sais que tu es comme moi sur la puissance de la voix, du son, de t'entendre là, alors que je t'ai entendu tous les jours via le podcast. Et c'est assez amusant. Moi, j'ai adoré ta voix, tes textes, tes intentions, tes attentions à l'égard des femmes enceintes. Donc, merci beaucoup pour ce podcast dont je parle beaucoup autour de moi, en tout cas. C'est génial, merci. Et moi, il y a notamment 2 épisodes qui ont pas mal fait écho. Il y en avait un, c'était mieux vivre les inconforts de la grossesse. Puisque voilà, comme j'avais pas mal de maux de grossesse, on peut un peu être happé par cette négativité de oh là là, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça. Et en fait, ça m'avait bien aidé de réentendre, même si je le sais, mais que le corps fait un incroyable travail et qu'il est ton allié, que voilà, tes mots étaient vraiment bien choisis et m'avaient donné beaucoup de bonnes ondes. Et puis, alors ça, c'est rigolo parce que je l'ai fait post-accouchement, mais tu sais, un de tes derniers épisodes, c'est se préparer à un accouchement optimal, où tu proposes une visualisation, en tout cas une projection de l'accouchement. Et je trouve que c'est hyper fort parce que, alors je sais pas si j'aurais pu le faire avant, enfin là en l'occurrence tu l'as sorti après, mais moi je l'ai fait après parce que j'avais envie de me replonger dans mon récit d'accouchement et je l'ai revécu mais tel quel, et tes mots étaient très justes par rapport à ce que je venais de vivre. Les différentes étapes, voilà, la gestion des contractions, l'accueil du bébé, enfin, j'ai trouvé ça assez incroyable. J'ai cru que tu étais avec moi pendant mon accouchement tellement c'était c'était bien bien dit. Donc voilà, très fort comme sensation, enfin comme émotion. Et puis je pense que voilà, bah c'est déjà pas mal. Attends, je réfléchis si j'avais d'autres ah bah si, après les autres ressources, évidemment, c'est donc le podcast le tien, mais il y en a d'autres qui peuvent aussi inspirer, et des livres aussi. Donc moi, je suis replongée dans ce livre d'Isabelle Brabant, mais il y en a d'autres qui m'ont inspirée. Bah, celui de Lucille Gomez, la BD autour de la naissance, j'ai trouvé très bien faite, abordée de façon a priori légère, mais qui diffuse beaucoup, beaucoup d'infos. Donc une BD autour des super pouvoirs de la maman. Et puis j'ai trouvé que de discuter aussi avec des amis dans mon cercle plus ou moins éloigné qui avaient eu des accouchements physiologiques, ça m'avait beaucoup inspiré. Parce qu'en fait, on peut écouter plein de podcasts aussi de récits d'accouchement, mais j'avais vraiment envie d'un échange véritable avec des amis. Donc j'ai sélectionné voilà 3-4 amis proches avec qui j'ai vraiment, enfin je leur ai demandé officiellement, est-ce que tu veux bien m'accorder 15-20 minutes, me raconter ton accouchement, qu'on parle, qu'on discute de tes sensations, de tes tips, de tes façons de voir les choses, et ça m'a beaucoup aidé. Et parmi les conseils qu'elles ont partagés avec toi, est-ce qu'il y a des conseils clés que tu avais pas lus dans les livres ou que ça t'a fait du bien d'entendre de la voix d'une maman qui l'avait vécu? Bah, le point commun avec toutes, je pense, c'était vraiment, ça me confortait dans l'idée que c'était un moment exceptionnel. Je sentais dans leur façon d'en parler que c'était un épisode tellement incroyable de leur vie. Ça me donnait encore plus envie de revivre cette expérience. Donc ça positive aussi l'expérience. Même si voilà, enfin je sais pas, on parlait peu finalement de la douleur et de l'intensité des contractions finalement dans cet échange, même si c'était abordé. Je trouve que ce qui ressortait, c'était vraiment cette positive attitude et ce ressenti. Ça m'a beaucoup nourri, je pense. Et puis ça me replongeait aussi dans mon deuxième accouchement, moi, que j'avais déjà ressenti. Il se trouve que j'avais quand même déjà eu toutes ces sensations, donc voilà. Et il y en a une qui avait accouché dans l'eau. Et comme c'était un de mes projets aussi, puisque j'ai choisi une maternité qui avait une salle nature avec une baignoire, je savais que c'était une option et ça me donnait assez envie sur le principe. Donc j'avais pas mal envie de savoir comment elle avait vécu ça, comment ça se passait quand le bébé était dans l'eau, quels étaient ses ressentis par rapport à vraiment au moment de la poussée. Enfin voilà, donc ça, j'ai quand même parlé concrètement sensation, ça m'a pas mal aidé. Et puis avec une autre, beaucoup autour de la respiration, qui a pour le coup accouché chez elle. Mon accouchement à domicile, ça m'a beaucoup aidé de parler de sa gestion de la respiration, et elle m'a donné une image aussi autour de la pivoine, la pivoine qui s'ouvre, et ça m'a beaucoup parlé. Comment est-ce qu'on fait quand on décide qu'on souhaite un accouchement physio pour ne pas tomber dans une certaine pression? Ça, c'est vraiment une de mes questions, c'est que on est dans une société de performance et il y a aussi ce côté-là de se dire bon ben moi je veux un accouchement sans péri, je veux un accouchement physio. Comment tu fais pour l'aborder pas avec cette pression de la performance, mais vraiment dans une ouverture et dans un choix conscient?
Et ben, je pense que là, en effet, c'est là les échanges avec la doula qui sèment des petites graines et qui évoluent au fil des mois, l'échange avec la doula peut vraiment aider dans ce sens-là. Je voulais tout sauf faire un espace de réussite, mais on peut vite tomber dans ce travers. Et le risque après, pour moi, c'est vraiment d'avoir un sentiment d'échec si on n'y arrive bien pas. sûr, ouais, tout à fait. Et donc je pense que mais déjà, je pense que au fil des mois, si on discutait de son état d'esprit, de son projet de naissance, ça évolue beaucoup sur les 9 mois. Donc, en tout cas, comment faire pour pas que ce soit un espace de réussite et potentiellement d'échec? Je pense que c'est de se préparer à différents scénarios. Et ça, avec la doula et notamment les projets de naissance, je trouve que ça peut beaucoup aider. C'est-à-dire que dans mon projet de naissance, j'avais clairement le fait que je voulais un accouchement respectueux, naturel, où je serais actrice de mon accouchement. Mais une fois qu'on a dit ça, il y avait aussi toute une partie en cas de césarienne, en cas de projet péridural. Enfin, c'est d'imaginer ces scénarios pour leur donner de l'espace et justement les préparer. Donc même si j'avais mon scénario idéal, je m'étais préparée à d'autres choses. Et je pense que c'était pas le sujet péri, pas péri. Parce que ça peut vite tomber dans j'ai réussi ou j'ai pas réussi. C'était je voulais un accouchement conscient. Et une péri peut tout à fait être peu dosée et permettre à la femme de ressentir les choses, de pousser. Enfin, il se trouve que moi, j'ai eu une péri surdosée à mon premier accouchement, mais j'ai plein d'amis qui m'ont parlé d'accouchement avec des péridurales où elles ont été complètement actrices de leur poussée, elles ont senti leur bébé descendre dans leur bassin, descendre complètement, sortir d'elle. Enfin, moi, ce n'était pas le cas. Donc, je pense que c'est ça aussi, mon traumatisme péri, pas péri. Mais voilà, je pense que donc c'était plus ça. C'était de définir le fait que mon accouchement serait réussi, en tout cas pour moi, s'il était conscient et beau dans notre connexion avec le bébé, avec mon mari. Mais c'était pas une question de péridurale ou pas péridurale, finalement. Ouais, je pense que c'est important de le redire. Et j'aime beaucoup cette notion d'accouchement conscient, naturel, respectueux. Je trouve que c'est le plus bel accueil qu'on peut réserver à son bébé, péri ou pas, c'est d'être là avec lui, de considérer que c'est notre accouchement, mais aussi et avant tout sa naissance. Exactement. Donc, et d'être connecté avec lui, ça aide beaucoup aussi aussi bien dans la préparation que dans l'accouchement en tant que tel. De penser à son bébé. Moi, j'avais quelques mantras. Et les mantras étaient quand même reliés au bébé autour de comment lui ressent les choses aussi et qu'il sait faire, je sais faire. On fait ça ensemble, quoi. Ouais, vous êtes une équipe et après, il y a les aléas et les détours que propose la vie. Exactement. Alors manifestement, pour te préparer à ce 3e accouchement, tu disais que ta doula avait joué un rôle clé. Est-ce que tu as des exemples de moments où tu as vraiment eu besoin de son aide et qui t'ont vraiment fait du bien ? Oui, en fait, je pense à un moment pour chaque grossesse. À ma 2e grossesse, il se trouve que j'ai fissuré la poche des os 6 semaines avant l'accouchement. Donc, c'était quand même relativement tôt et ça a forcément eu un impact sur la date d'accouchement. On a tellement cette date de terme et quand soudainement on te dit non, en fait, ça va pas être cette date, c'est maintenant. Ça peut être très perturbant. Et en fait, donc j'ai fissuré la poche des os, j'ai été hospitalisée 1 semaine et on a attendu encore 1 semaine pour me déclencher. Donc en gros, ma date de déclenchement était 1 mois avant ma date d'accouchement. Et moi, ça m'a vraiment perturbée. J'avais beaucoup de mal avec ça. Et de parler avec Leslie... D'autant plus, je t'interromps, excuse-moi, je remarque que tu dis « j'ai fissuré ». Je trouve ça vachement culpabilisant, cette expression, que tout le monde utilise. Hein. Ouais. Tu vois, j'ai fissuré. Ah ouais, tu vois, je m'en rendais même pas compte, mais t'as raison. Ouais, complètement. Complètement. Je considère que c'est aussi... ça fait partie de l'histoire, mais en tout cas, Leslie m'a vraiment aidée à me reconfigurer un peu. Il y avait une question de reconfigurer mon cerveau sur cette date. En fait, j'étais très perturbée et d'accueillir aussi le fait d'être déclenchée. Parce qu'en fait, c'était pas mon projet non plus, ça. Et donc ça aide beaucoup à envisager justement ce dont tu parlais, les aléas, les détours. Donc ça m'a aidé à beaucoup mieux appréhender un déclenchement,
une nouvelle date, et ça m'a beaucoup tranquillisée, et je suis allée, je pense, à mon déclenchement beaucoup plus sereine parce que j'avais pu échanger avec elle. Donc ça, c'était un moment clé de ma deuxième grossesse. Et puis ma troisième grossesse, c'est assez marrant parce que dans notre premier échange, donc ça devait être à 4-5 mois, je me souviens qu'elle avait dit l'espace de la grossesse, c'est un espace de vulnérabilité. C'est vrai, et je suis hyper d'accord avec ça, et je l'ai complètement vécu. En fin de grossesse, j'ai eu un événement personnel, rien à voir avec la grossesse, qui m'a beaucoup affectée, et où j'ai senti que mes émotions étaient totalement en vrac. Enfin, c'était très dur, et ça me détournait de ma grossesse. Et elle m'a beaucoup aidée à me dire, voilà, c'est un espace de vulnérabilité, il faut l'accueillir, et puis il faut être clément avec soi-même, mettre beaucoup de douceur. Il faut se faire ses shoots d'ocytocine en fin de grossesse, et les shoots d'ocytocine, donc cette fameuse hormone de l'amour, où est-ce que tu vas la chercher? En te faisant plaisir, en te faisant kiffer. Donc il faut lister les choses qui te font du bien. Donc ça peut être tout simple, mais moi j'ai beaucoup de mal à me poser, et donc ton podcast m'a aidé à me poser, et parfois à enchaîner avec une petite sieste. Je ne dis pas que t'es soporifique, mais tu vois, c'était pour moi un vrai cadeau de me faire une petite sieste quotidienne, pour moi qui ne sais pas beaucoup me poser. Et donc ça peut être comme ça, l'ocytocine, c'est juste de trouver des moments et des choses qui te font plaisir et qui t'énergisent. Et donc j'ai bien aimé ce conseil de se dire pense à toi et à comment te faire du bien, et comment te faire ces shoots d'ocytocine en fin de grossesse. Ouais. Et d'être beaucoup plus dans l'être que dans le faire. Ouais. En fin de grossesse. Et ça peut être un peu dur et culpabilisant pour moi qui suis beaucoup dans le faire. Mais et puis, c'est aussi ce que nous impose la société. Hein. Ouais, exactement. On est tout le temps dans le faire. Et ça, je pense que c'est un conseil aussi qui est certainement très valable pour le postpartum. C'est que être avec son bébé, être avec soi-même pour essayer de récupérer, être juste dans l'instant et pas dans la gestion. Ouais, très très dur, je trouve. Je me souviens encore, et j'essaie de changer, mais notamment dans l'allaitement. Je trouve que quand tu allaites, c'est un peu le seul moment où tu te poses parfois avec ton bébé. Et je pouvais avoir tendance à passer un petit coup de fil, envoyer un texto à ce moment-là, parce que c'est facile, t'as les deux mains libres, ton bébé au calme. Et en fait, j'ai eu un peu un flash dans ma deuxième grossesse, parce que justement, j'avais besoin de me concentrer plus sur l'allaitement, parce qu'il y avait un besoin de connexion pour pouvoir être sûr qu'il buvait bien, il s'endormait pas. Et voilà. Et depuis, dans cette troisième grossesse, j'essaie vraiment d'être dans un allaitement conscient. Et c'est encore vrai que ça change tout, parce que ces moments où tu nourris ton bébé, que tu l'allaites ou que tu lui donnes le biberon, ça peut être vraiment un temps de ressourcement. Exactement. Là, je prépare un épisode qui serait comme une méditation de l'allaitement, et je pense que c'est vraiment un cadeau, en fait, de pouvoir apprécier ces moments. Au début, ça demande une certaine ça demande tu vois, les pensées, même si t'es pas sur ton téléphone ou que si t'appelles pas une amie, dans ta tête, tu penses à tout ce que tu dois faire après. Complètement. Et c'est un vrai exercice du mental d'apprendre à se poser que permet la méditation, et je pense que l'allaitement le permet aussi. Je suis en plein dedans, et je te jure, de se concentrer sur la bouche de ton bébé, sur les bruits, sensations, sur les sensations, c'est très dur. Tu vois, ça fait 1 mois et je commence un peu à réussir à le faire, mais le nombre de fois où j'ai pris mon portable, je l'ai reposé, je me suis dit non, allez, concentre-toi, hyper dur. Et puis faire. Et puis je l'ai fait plein de fois, honnêtement, soyons honnêtes, mais voilà, j'ai cette conscience que j'avais moins, tu vois, avant, et donc tout ça mais ça peut être, évolue. tu vois, une tétée consciente par jour. Mais voilà, exactement. Faut pas non plus. Là encore, pas trop se mettre la pression. Exactement. Donc sur la doula, je pense que il y a eu ces 2 moments clés et puis voilà, elle distille plein de petites graines au fur et à mesure, et des conseils qui aident quand même. Et là, tu continues? Tu l'as revue après la naissance? Je la revois fin janvier. Enfin, je la revois là, fin janvier, donc ça sera 1 mois et demi après l'accouchement. Faut lui raconter aussi, j'imagine, partager ton vécu. C'est plus une envie d'un peu clôturer ce chapitre. Je trouve que c'est assez beau d'avoir un avant-après. Donc à la fois lui raconter, prendre le temps de se raconter cet accouchement, et puis elle propose un soin riboso qui est de plus en plus répandu, qui est un resserrage du bassin. Donc c'est une technique avec des tissus autour de toi, et un moment aussi de grand confort et de cocooning pour ton corps et ta tête. C'est vrai que la grossesse, le corps est dans un mouvement vraiment d'expansion et de grande ouverture pour l'accouchement. Et le riboso, c'est une manière aussi de
de refermer, tu vois, de clôturer ce chapitre, comme tu disais, mais de remettre aussi ton énergie en toi. Exactement. Et je trouve que c'est un joli cadeau. Il se trouve que j'avais fait un soin Rebozo 2 ans après mon accouchement numéro 2, comme un besoin de clôturer pour ensuite ouvrir le chapitre de ma 3e grossesse. Et il y a eu un moment très fort que j'ai beaucoup aimé, et c'est pour ça que je le conseille beaucoup. Dans le Rebozo, il y a un moment aussi où donc c'est tout un process. Il y a un moment normalement dans une tente chaude avec un peu style hammam, beaucoup de chaleur, et où la doula t'invite à remercier ton corps. Remercier ton corps pour tout ce qu'il a fait pour cet accouchement. Et en fait, pareil, en termes d'espace-temps et de confiance, ça, tu le fais pas forcément. Et j'ai trouvé que c'était un moment très fort en émotion et qu'on prend pas forcément la peine de le faire quand on est seul, et d'être guidé par une doula dans cet exercice, j'ai trouvé ça assez puissant. Et du coup, tout à l'heure, tu disais que tu avais appelé des femmes de ton entourage pour partager leur expérience de l'accouchement naturel. Donc là, on peut imaginer qu'il y a plein de mamans et de futures mamans qui nous écoutent, qui sont à l'approche, elles aussi, de leur accouchement, qu'elles souhaitent peut-être physiologique ou naturel. Qu'est-ce que tu aurais envie de partager avec elles de ton vécu, de ton expérience de l'accouchement? Mon terme était le 26 décembre. Mais un petit bébé de Noël, donc. Exactement. Mais au fond de moi, j'espérais que ça arriverait quand même avant, parce que même si c'est bien le bébé et le corps qui décident, j'avais quand même mes petites envies d'un accouchement pas trop proche de Noël. Et en fait, comme j'avais accouché bien plus tôt pour ma 2e, je me suis dit, allez, ça sera un début décembre. C'était dur de pas faire tes projections. Projeter. Et puis début décembre est passé, et puis alors mi-décembre est passé, et en fait là j'ai un peu lâché prise, justement. C'était le 15 décembre et je m'étais un peu dit j'aimerais bien le 15 décembre. Et le 15 décembre, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ma tête. Je me suis dit, bon, bah écoute, je vais aller jusqu'au bout, et c'est chouette aussi. C'est comme ça, quoi. Et en fait, le 16 au matin, et donc ça faisait une semaine que j'avais 3 petites contractions par jour, pas douloureuses. Je sentais que ça commençait à travailler depuis une semaine, mais vraiment très limité. Et le 16 au matin, je vais à un petit cours de sport de ma salle à côté, où je faisais quelque chose de très soft, et je me fais la réflexion à ce cours que j'ai déjà eu mes 3 contractions et il est 10h. Donc bon, là je me dis peut-être que ça va commencer un peu à s'accélérer. Et puis la journée passe. Là, on parlait du faire et du être. Alors là, j'étais totalement dans le faire. J'étais en train de tout ranger. Je m'étais fixé 2-3 rangements de placards et des trucs dans ma maison. Mais ça, c'est un classique, hein. Ouais. Mais en fait, comme je faisais le nid, la nidification, mais comme je faisais ça depuis 15 jours, c'était même plus un révélateur. Mais donc, quand même, là, je me dis, allez, je range. Et en rangeant, quand même, je continue à avoir des contractions. Et au bout d'un moment, je me dis, mais là, quand même, j'en accumule pas mal. Et donc là, je sors ma petite application contraction que j'avais téléchargée début décembre en me disant que ça arriverait, mais que je n'avais jamais utilisée. Et je me dis, moi, je vais quand même les noter. Et donc, assez pratique. J'avais jamais fait ça parce que j'ai jamais eu des accouchements. Mes 2 précédents accouchements, c'était rupture de la poche des os et fissure de la poche des os. Donc, j'avais jamais vécu ce côté contraction qui se rapproche. Donc, je commence à noter et je vois, en effet, j'en ai toutes les 40 minutes, 30 minutes. Donc là, je me dis, il y a quand même une régularité. Et puis voilà, il est 14h, 15h. Et puis à 16h, quand même, je commence à me dire, bon, là, c'est toutes les 30 minutes, vraiment. Je vais juste checker un peu en termes de logistique, entre mon babysitter, mes voisins, un peu me libérer le mental en termes d'orga. Et le fait de faire ça, d'appeler et de dire concrètement à quelqu'un, donc mon babysitter et mes voisins, de dire, là, j'ai des contractions qui se rapprochent. Je sais pas si c'est là ou pas, mais si jamais, est-ce que tu pourrais, en fait, de formuler tout ça, ça m'a mis en énergie, et je me sentais excitée et stressée quand même à la fois. Ça, c'était assez fou. Et au point de me dire, bon, allez, je vais quand même prévenir Nico, qui est à 3/4 d'heure de là, son lieu de travail. Et donc, à 16h, je lui dis, je pense que ce serait pas mal que tu rentres, et ta soirée de Noël du bureau, là, que tu l'annules. Donc, reviens, je sais pas si c'est maintenant. J'avais un peu ce sentiment de, je sais pas si c'est maintenant, et je te fais peut-être déplacer pour rien, mais viens.
j'avais un peu peur de déranger quand même. Il y a quand même Ouais. ce côté dont je me souviens. Donc, je me suis dit, attends, Céline, ça suffit là. C'est peut-être maintenant. Et puis, bon, bah, il est arrivé à 17h. Et là, en effet, ça commençait un peu à se rapprocher toutes les 20 minutes. Donc, petit à petit, je me disais, c'est peut-être maintenant, c'est peut-être maintenant. Et en gros, de 17 à 20, à la maison, ça s'est rapproché, mais toutes les 20 minutes à peu près, 15 minutes. Et je m'étais dit que je partirais à la maternité toutes les 10 minutes. En fait, on recommande souvent pour un premier accouchement de venir quand les contractions s'espacent de 5 minutes. Et puis, j'avais sollicité la maternité pour savoir, vu que j'avais un accouchement assez rapide, sans péri, la deuxième fois, il m'avait dit, venez quand vous en avez toutes les 10 minutes. Et donc, j'attendais un peu ce fameux go. Et là, c'était très chouette. On a eu un moment très sympa à la maison parce que du coup, les enfants sont revenus. On a pu, faire le bain, le début du dîner avec eux. Alors, on avait un babysitter qu'on connaît bien, qui était avec nous, mais il y avait un peu cette ambiance de c'est peut-être maintenant, on en parle, on va partir certainement à la maternité. Enfin, j'ai beaucoup aimé ce moment et un peu cette bulle on peut presque dire que l'accouchement a un peu démarré à ce moment-là. Tu vois, ce côté où je sécurise tout, où j'étais hyper sereine du fait que mes enfants étaient gardés, que j'avais une solution. Et ça, je trouve, quand tu as des aînés, ça peut vraiment être le point stressant. Ouais. Donc ça m'a beaucoup tranquillisée. Et puis, j'ai eu une contraction bien plus douloureuse. Et donc là, je me suis dit, OK, on va pas attendre les 10 minutes, on y va. Et il se trouve qu'on était à 10 minutes, j'en avais eu 3 en 30 minutes finalement, donc il était temps de partir. Et donc à 20h, on part à la maternité et là, j'étais hyper contente. J'ai eu qu'une seule contraction pendant le trajet, qui a été bien gérée. Enfin, j'avais vachement peur aussi de ce trajet. Parce Oui, que je c'est m'étais vrai que ça tellement fait dit, mais le peur. trajet, quand t'as tes Ça te sort contractions, un peu de l'état ah dans ouais. lequel tu peux être chez toi. Ah bah complètement. Je comprends Puis les les femmes qui positions peuvent sont avoir peut-être pas des très envies de rester chez confortables. elles pour ça, en fait. Mm. D'accoucher chez elles, c'est ça, c'est le fait de ne pas avoir cette transition jusqu'à la maternité. Et pour autant, c'était pas du tout mon projet. Et donc, on arrive à la maternité. Et là, pareil, un autre truc qui me rassure, c'est que ça y est, ça s'accélère. Parce que j'avais encore un peu ce côté, bon, j'espère que ça va pas s'arrêter ou se réduire. Et là, on passe à 5 minutes, à une contraction toutes les 5 minutes. Et donc, on arrive à la maternité, un point qui était important pour moi, mais je m'étais aussi préparée à me dire si c'est pas possible, c'est pas grave, c'était l'accès à la salle nature. La salle nature, il y en a qu'une, et donc je m'étais beaucoup dit, si je le laisse, c'est chouette parce qu'il y a la baignoire et que j'ai peut-être envie d'un accouchement dans l'eau. Si je l'ai pas, vraiment prépare-toi à ne pas être désemparée face au non. Mais il se trouve qu'elle m'a dit, ah bah, elle vient d'être libérée, vous pouvez y aller. Donc, j'étais trop contente. Donc, j'avais un peu coché toutes les cases de les enfants sont bien calés, le trajet s'est bien passé, j'ai la salle nature. Donc, je suis arrivée dans des dispositions hyper positives. Ça aide beaucoup. Et puis, bah voilà, en termes de chronologie, je suis arrivée dans la salle nature, il était 20h30. Et notre bébé, parce que je savais pas si c'était un garçon ou une fille, est arrivé à 22h45. Ouais. Et dans ces 2 heures, si je résume, il y a eu 1 heure où j'étais hors de l'eau à gérer les contractions de façon franchement OK. Enfin, c'était pas facile, mais ça allait. C'était complètement gérable. Avec une suspension, là, ça m'aidait quand même beaucoup de me suspendre. Et j'avais Nicolas derrière moi qui me chauffait un peu le dos et qui m'aidait en fait à chaque contraction. Et ça, je trouve qu'il y a vraiment une sorte de rengaine. La contraction arrive, c'est toi qui la sens, et du coup, tout de suite, je disais, c'est bon, Nico, elle est là, elle arrive, la contraction. Du coup, tout de suite, il se rapprochait de moi. Et à chaque contraction, on avait un peu toujours ce même rituel qui s'est mis en place, qu'on n'avait pas forcément défini comme ça, mais où il m'aidait vraiment à inspirer, expirer. Donc, des inspirations et des expirations très, très longues. Ça, c'était un conseil que j'avais eu d'une de mes amies, en 8 ans d'inspirer, en 8 ans d'expirer, et ça m'aidait beaucoup. Et là, tu penses pas du tout à la péri, parce qu'il y a un risque, c'est de se dire, est-ce que j'ai trop mal? Enfin, tu vois, d'essayer d'évaluer sa douleur pour se dire, est-ce que là, je passe à la péri? Toi, tu étais dans ta bulle, tu t'es pas du tout posé la question? Eh ben, franchement, non. Et je suis étonnée parce que dans les préparations physio, on en parle beaucoup aussi de la phase de désespérance, qui est une phase plutôt vers la fin de l'accouchement, donc pas au moment où je suis arrivée à la maternité, mais où apparemment, toutes les femmes, même quel que soit leur projet, leur volonté forte d'un accouchement physio, vont dire, là, j'en peux plus, je vais pas y arriver, je veux la péri. Et ça, j'en avais parlé à Nico, je lui avais dit, si je dis ça, ça veut pas dire que je la veux, même si on en reparlera, mais, et en fait, je n'ai pas eu cette phase. Donc ça m'a beaucoup facilité, et je suis très étonnée de pas l'avoir eu parce que je suis assez convaincue de toutes ces phases qui se ressemblent dans les accouchements. Peut-être mais que tu as aussi me souviens pas de ça. Enfin, peut-être que tu as aussi évité ça parce que tu étais dans cette maternité-là. Parce qu'il y a beaucoup de maternités où, tu sais, ils ouvrent la porte et oui, vous voulez tout à la fait. péri? Oui, non.
c'est le dernier moment parce qu'après l'anesthésie s'en va. Ouais, tout à fait. Non, là, le projet était bien clair, bien défini. Il savait qu'il me proposerait pas la péri. C'était carrément écrit comme ça. Enfin, je me sentais vraiment presque chez moi. La porte, enfin, c'était vraiment dans la pénombre, comme j'avais demandé. C'était silencieux. Il y avait de la chaleur. Enfin, tous ces critères dont on parle, qui sont 3 éléments essentiels de l'accouchement physio, étaient respectés. Voilà, il frappait à la porte avant de rentrer. Il y a eu très peu d'intrusion, d'intervention. Donc, en tout cas, moi, la respiration et le fait que Nico me dise à chaque fois, inspire, expire, t'as le temps, tu l'accueilles super bien cette contraction, t'y arrives très bien, tu sais le faire, tu l'as déjà fait. Enfin voilà, des phrases que je lui avais dit qui me porteraient, ça m'a beaucoup aidé. Et la suspension m'a un peu aidée, mais je crois que je le faisais juste parce que j'avais un peu en tête qu'il fallait suspendre. Je sais pas si vraiment ça m'aidait, mais en tout cas, ça a créé un rituel à chaque contraction qui m'aidait. Ça, je trouve que ça joue beaucoup, le rituel. De toujours de trouver le truc qui marche et qui te soulage et de continuer de faire ça tout le temps, à chaque contraction. Et là, les contractions, toutes les 3 minutes, vraiment s'intensifiaient et j'hésitais beaucoup à aller dans l'eau parce qu'en fait, j'étais assez bien, je gérais assez bien comme ça et en même temps, je me disais, mais j'ai envie d'aller dans l'eau, je m'étais un peu dit ça. Et donc, j'ai un peu hésité. Et puis finalement, on a fait couler le bain. Les sages-femmes ont mis quelques huiles essentielles, je sais pas quoi, mais elles m'ont dit, voilà, on vous prépare ça, allez-y. Et puis, je me suis installée. Et là, en fait, je me suis semi-allongée. Sur le dos. Ouais, plutôt sur le dos. Donc, ce qui me paraissait pas hyper... on parle beaucoup de la gravité, de se mettre plutôt... dans une position qui favorise la descente. Que ton corps t'a dicté. En tout cas, dans un bain, je me voyais pas autrement. Et c'était pas un bain spécialement physio rond, tu vois. C'était plutôt une grande baignoire. D'accord. Et donc, j'étais pas, pour le coup, hyper bien installée, mais j'étais quand même dans la détente. Et entre les contractions, au moins, j'étais dans un sentiment de, je suis dans mon bain et je suis bien, quoi. Et là, comment Nicolas intervenait? Il continuait à te masser le dos Eh ben non, du coup, là, il était à côté de moi, hors de l'eau. Non, ça a été, il était à côté de moi et il me tenait la main. Donc on était en connexion quand même physique par ce biais, mais c'est vrai qu'il me touchait plus le dos ou quoi que ce soit. Là c'était mais là du coup on a eu un peu un autre rituel face aux contractions. Et là en fait j'ai une phrase que ma doula m'avait dit une fois qui m'avait un peu étonnée et que j'ai revue pas mal dans des récits d'accouchement physio, c'est la phrase bouche molle, col mou. Donc ça paraît un peu bizarre quand on connaît pas comme ça, mais ce que ça veut dire finalement, c'est que on peut pas détendre tout son corps et notamment l'ouverture et l'accueil du bébé si on n'a pas tout détendu. Ouais, et la bouche peut être la bouche peut être un bon indicateur. Et donc elle a ce petit exercice qui était un son à faire, donc un peu comme le cheval. Donc je vais le faire, c'est un peu bizarre, mais c'est de faire vibrer les lèvres, donc comme ça, comme ça. Et ça oblige à détendre complètement ta mâchoire et ta bouche. Si tu le fais, tu as forcément la bouche détendue et c'est de plus en plus dur à faire au fur et à mesure de l'accouchement. Mais ça aide beaucoup et donc ça, à chaque contraction, je le faisais. Ça, tu t'en es souvenu dans la baignoire ou déjà avant, tu le faisais? Je crois que je le faisais un petit peu avant. D'accord. Mais je me souviens quand même de la baignoire parce que c'était de plus en plus dur de le faire quand même. Donc cette phrase bouche molle, col mou et de faire ce bruit de cheval, ça a complètement rythmé mes contractions et ça marchait. Et ce qui marchait aussi beaucoup, c'était dur mais ça me plaisait, c'était de sourire. Et j'avais les yeux fermés mais je faisais mon maximum pour sourire et pour détendre et le fait que aussi Nico me dise super, tu souris, ça te détend, c'est bien, ça m'aidait. Et il me faisait cette vision il m'aidait à avoir cette vision de la pivoine qui s'ouvre pour vraiment aider aussi à avoir ce corps qui s'ouvre. Et ça, je pense que ça peut aider aussi. J'avais vu un petit peu sur YouTube des pivoines qui s'ouvrent et donc j'avais cette vision dans ma tête qui m'aidait. Donc voilà, et donc de façon très tout s'est intensifié, les contractions se sont rapprochées, la douleur s'est intensifiée. Là, ça commençait quand même à être un peu dur. Là, j'avoue, je dis toujours, c'est les 5 dernières minutes. Je trouve c'est quand vraiment on sent que c'est la poussée qui arrive. Je trouve hyper dur, mais c'est court. C'est intense, c'est dur, mais c'est court. Donc, et là, il y a vraiment, c'est plus du tout la même respiration très longue qui s'effectue. C'est plus une expiration comme quand on souffle dans un ballon. Et donc, c'est beaucoup plus interne, c'est beaucoup plus abdominal.
Et là, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de conseils à faire. Si on est sans péri, on sent quand même les choses. Enfin, honnêtement, là, faut juste suivre son corps et faire ce que ton corps te fait faire. Enfin, Ouais, tu donc te ça, laisses je trouve guider. ouais, honnêtement, là, il n'y a plus grand-chose à... Je me souviens aussi qu'on m'avait beaucoup dit que pendant la phase de dilatation, souvent, il faut plutôt avoir les genoux vers l'extérieur pour ouvrir le bassin. Alors que pour la descente, les genoux vers l'intérieur, ça j'avais complètement oublié. Mais là, j'ai eu un flash où je me rappelle que vers le moment de la poussée, mes genoux, je les rentrais vers l'intérieur. Ouais. Je me souviens maintenant. Et Ça, c'est marrant. et tu vois, même si tu l'avais vu, en fait, là, ton corps te l'a redit. Et Ah oui, c'est complètement. maintenant. Complètement. T'étais vraiment à l'écoute, quoi. Ouais, je me vois refermer mes genoux alors que j'y pensais pas du tout. Et puis là, on sent vraiment la phase finale où il y a vraiment un sentiment d'ouverture qui est quand même très puissant, qui fait peur aussi quand même. On a un sentiment qu'on va s'ouvrir, mais jusqu'à plus s'arrêter. Et je me souviens aussi de douleurs de chaleur et de brûlure presque, qui m'avait un peu fait peur à mon deuxième accouchement, et elle m'avait beaucoup aidé avec des compresses d'eau chaude. Et là, étant dans l'eau, quand même, ça a beaucoup aidé. D'accord. Et puis je l'avais nommé, ça s'appelle le cercle de feu. Le cercle de feu. Et alors on en rit encore avec Nico parce que là j'ai hurlé, c'est le cercle de feu. Et c'est génial, t'as un repère en fait. Mais là c'était mon repère, et en fait franchement on en rit aujourd'hui. Nico me dit cercle de feu, mais parce qu'en fait ça a été un moment où je pense qu'il a été surpris de m'entendre dire ça, et donc et là c'était vraiment le moment où la tête est sortie, et finalement une autre poussée, le corps, et puis très peu de temps le bébé était sur moi. Et donc là tu es toute seule dans la salle avec Nicolas, non, ou est-ce que alors là au moment vraiment non, qui vient? Non, au moment de la poussée, là, j'ai vraiment dit... on a vraiment été seuls pendant 1h30, je dirais. Ouais. Ils sont venus 1 ou 2 fois, mais ils sont repartis aussi vite. Et par contre, au moment de la poussée, là, j'ai dit, là, appelle-les, c'est maintenant. Et là, elles sont arrivées. Et je me rappelle pas bien ce qu'elles ont fait, mais elles ont accueilli le bébé, parce que moi, je l'ai pas pris, en tout cas, moi, de moi-même. J'en avais pas l'envie ni la possibilité, même vu ma posture, puisque j'étais un petit peu semi-allongée. Ouais. C'était pas évident. Il aurait fallu que je me relève, et puis voilà, ça s'est pas fait comme ça. Et d'ailleurs, je me souviens un moment quand elles sont arrivées que, je sais pas, elles ont ouvert il y a eu des bruits de papier ou des trucs qui m'ont paru hyper forts. Et ça, j'ai pas aimé. Quand on parle justement du besoin de silence, mais ça m'a vraiment perturbée. Ouais. Avec du recul, je me dis, je comprends ce côté, cette bulle, ce silence dont on a besoin, parce que il y a eu ces bruits qui m'ont gênée. J'ai eu l'impression que ça perturbait mon accouchement, mais bon, ça s'est bien passé. Donc voilà. Et donc là, peau à peau dans la baignoire, avec Isée. Dans la baignoire. Alors donc tu découvres que c'est une petite fille. Ouais, on l'a pas découvert tout de suite parce qu'elle était contre moi. C'est pas que j'ai oublié, j'ai tout de suite pensé, mais j'avais pas envie de la soulever ou quoi. Mais je me suis tout de suite dit, tiens, je me demande si c'est une fille ou un garçon. Mais j'ai pas eu envie de regarder à ce moment-là. Et puis après, elle s'est collée contre Nico en peau à peau, et pareil, on l'a su peut-être 5 bonnes minutes après l'accouchement. Et tu as pu rester en peau à peau le temps que le cordon s'arrête de battre? Comment ça s'est passé? Et ouais, tout à fait. Ils ont ça faisait partie aussi dans le projet. On attend que le cordon arrête de battre pour pouvoir le couper. Donc c'est ce qui a été fait. Et non, le truc qui m'a un peu surpris, c'est que apparemment, et ça je savais pas, on peut pas faire l'expulsion du placenta dans l'eau. Et donc, il faut soit vider la baignoire très vite, soit sortir la maman très vite. Et donc, elle m'a un peu pressée de sortir. Ça m'a un peu perturbée. J'aurais bien aimé le savoir. Parce que tout de suite, elle m'avait dit, je disais, mais je peux pas rester avec mon bébé sur moi dans l'eau. En fait, j'avais envie de ça. J'avais pas du tout envie de bouger. Ouais. Et elle m'a dit, non, il faut sortir pour l'expulsion du placenta. Et ça, j'ai pas trop aimé. Elle était un peu brusque. Voilà. Et puis, j'ai suivi le protocole. Donc, je suis sortie. Il se trouve que pour l'anecdote, mon placenta est tombé par terre au moment de me lever. Donc, le truc ça m'a un peu surprise, pareil, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et du coup, puis après, je me suis allongée. Dans cette même salle, il y a un endroit où tu peux t'allonger. Voilà, exactement. Tout de suite, à proximité, t'as un lit, en fait, un matelas, et tu peux te poser. Donc, et là, on a poursuivi le pot à pot, et là, on a été... voilà, pareil, vraiment dans notre bulle, encore je dirais une bonne heure. Est-ce que tu veux dire un mot sur le début de l'allaitement? C'est plus facile quand c'est le 3e. Et encore, je pense que chaque histoire est différente parce que ça dépend beaucoup de la maman. Donc ça, clairement, le 3e, c'est mieux, mais du bébé aussi. Le bébé peut avoir plus de difficultés aussi à prendre le sein.
Donc, il se trouve que là, on est sur le combo gagnant, ce qui n'a pas été le cas. Parce que pour mon premier, je pense que lui, il savait très bien faire, mais moi, j'étais terrorisée, j'avais pas confiance. Pour le deuxième, j'avais un peu plus confiance, mais ma deuxième s'endormait systématiquement ou chopait mal le sein et du coup, elle avait pas la bonne position. Et pour le troisième, on est bon. Donc, c'est un plaisir parce que elle a une bonne succion et moi, j'ai confiance en moi et ça n'a pas de prix. Donc ça aide beaucoup. Ouais, donc l'allaitement est bien lancé. J'ai un sentiment de suffire, ce qui n'était pas le cas les précédentes fois où j'avais toujours le sentiment qu'elle ne buvait pas assez et qu'il prenait pas assez de poids. Je me souviens, il me disait, il faudrait que ce soit 30 grammes par jour de prise de poids. Vous êtes plutôt à 15-20, c'est un peu juste. Et donc là, quand ils me disent qu'elle prend bien du poids, c'est une grosse victoire et un vrai soulagement. Donc pour l'instant, on est en allaitement exclusif. On verra jusqu'à quand, mais voilà. T'as pas de projet, tu laisses venir? Ouais, voilà, exactement. J'ai un peu toujours en tête, je m'étais fixé ça pour les premiers, deuxièmes, autour de 6 mois, donc on Au verra. moment de la diversification. Ouais, c'est ça. Après, moi, je trouve que ce qui est dur avec l'allaitement, c'est ce sentiment parfois de pas forcément être complètement libre si on a besoin de s'échapper plus de 3 heures et que voilà et qu'on tire pas son lait facilement, ce qui est mon cas, c'est vraiment pas mon truc. C'est plus ça. C'est ça sur le long terme, je trouve que c'est dur à tenir. Ouais. Mais voilà. Alors déjà, merci d'avoir partagé ton vécu de l'accouchement. Je pense que ce sera très utile pour les mamans qui nous écoutent. Moi, parce qu'il y a les livres et de l'entendre de la voix d'une jeune maman qui vient d'accoucher, c'est autre chose comme partage. Mais oui, c'est tout frais. Et d'ailleurs, juste un autre tips que je trouve cool à partager. Et moi, je me suis enregistrée en fait en note vocale sur mon téléphone. Le lendemain de l'accouchement, tu vois, j'ai parlé 10 minutes à mon téléphone juste pour raconter avec mes mots en toute intimité, moi et mon téléphone, mon récit. Et je trouve ça, c'est un chouette conseil à donner si on a envie de garder une trace. Parce que tu vois, là, je me suis réécoutée. J'ai pas le même discours. Enfin, il y a un truc qui se passe quoi en un mois forcément. Alors c'est vrai qu'au-delà du vécu de la maman, il y a aussi le vécu du bébé. Ouais. Et depuis quelque temps, on entend pas mal parler du thalasso bain bébé comme une manière de libérer certaines tensions liées à la naissance, de pacifier l'expérience de la naissance qu'a pu avoir le bébé. Et j'ai vu sur Instagram que tu avais offert un thalasso bain bébé à Isée. Est-ce que c'est une expérience que tu aurais envie de recommander? Ouais, complètement. T'auras compris avec mon accouchement que l'élément de l'eau est important pour moi. Et en fait, je l'ai... Mais d'ailleurs, je trouve que sur l'élément de l'eau, il y a 2 choses. Il y a avant la grossesse, je trouve, pour le soin de la maman, un soin Watsu que je recommande à toutes les mamans. Donc, c'est un soin dans l'eau où on est accompagné d'une experte de ce soin et qui te fait une balade aquatique et qui te prend dans ses bras, qui te guide dans l'eau. Et ça, c'est vraiment un soin que je trouve formidable en amont de l'accouchement. Ah oui, parce que tu es dans un lâcher-prise, tu te laisses flotter. Complètement. Tu as l'impression de vivre en fait que toi-même, que tu es dans le ventre de ta mère. Je sais pas, il y a un côté vraiment immergé et très fort. Enfin, moi, j'ai adoré ça. Je l'ai fait pour chaque grossesse. Et donc, et post-naissance, j'avais jamais fait, mais j'ai fait un bain thalasso bébé en effet. Et c'est pour proposer au bébé. Alors, c'est au maximum aux 15 jours de vie. Hein, donc, c'est entre 1 semaine et 2 semaines de vie. D'accord. Un moment de détente dans l'eau pour lui, pour revivre aussi la douceur de la vie in utero. Et pareil, à la maison, là, on le fait, on l'entoure d'un petit lange pour la mettre dans l'eau. Ensuite, et je trouve que c'est un bon moyen de contenir le bébé, et ça, je l'ai appris au bain thalasso. Ouais. Si seulement on pouvait accueillir nos premiers comme un troisième. Exactement, évidemment. Et en même temps, voilà, chaque histoire nourrit. Mais ça, c'est sûr qu'il y a vraiment une facilité de l'accueil d'un petit bébé quand c'est le troisième. Quand tout va bien, que la maman et le bébé sont en forme, qu'il n'y a pas de couac, forcément, c'est facile quoi, en termes de confiance. En tout cas, Céline, merci infiniment pour ton partage, très inspirant. Avec plaisir. Et pour toutes celles que ça intéresse, je vous invite à découvrir le podcast 1, 2, 3 pépites, dans lequel Céline interviewe des parents qui partagent sans filtre leur joie et leurs difficultés. Et je vous mets le lien en commentaire de cet épisode. Je vous mettrai aussi le lien de Leslie Lucien, qui était la doula de Céline.
et du livre d'Isabelle Brabant dont elle nous a parlé en début d'épisode. Merci Céline, je te laisse avec ta petite Isée dans votre bulle et puis je te dis à bientôt sur Instagram. Un grand merci Sandra pour cet espace. Merci pour ce moment partagé. J'espère que ce podcast te fait du bien. Pour qu'il puisse accompagner le plus grand nombre de mamans, merci d'en parler autour de toi et de laisser un petit commentaire ou une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Pour être informé de la diffusion des prochains épisodes ou pour m'envoyer un message, tu peux m'écrire à podcast@ilado-paris.com. Je te souhaite une grossesse sereine et une naissance harmonieuse, celle de ton bébé mais aussi la tienne en tant que maman. Alors prends soin de toi et souviens-toi, tu es merveilleuse.